Il est 18h39, nous allons donc ouvrir la séance du conseil municipal du 3 avril 2024. On va commencer par l'appel. Je traîne un peu en longueur parce qu'on attend un retardataire et peut-être un pouvoir in extremis. Donc, Justin Arnaud, oui. Présent. Amandine Boutan, oui. Présente. Présente. Alors, Romain Coquille devrait arriver, il est en retard, on va l'attendre. Elisabeth Darac, présent. Manuel Davio, Présent. Stéphane Donneux, Présent. Noélie Dulaurier, ah oui, elle est absente et donne son pouvoir à Stéphane Donneux. Sophie Duperron, Présente. Abraham Chivalei, présent. Sonia Guillaury-Labuzan, présente. Cédric G est absent et donne pouvoir à Vanessa Leroy. Maxime Larondelle. Présent. Vanessa Leroy, Présente. Céline Nabila Cerise, présente. Rose Pedra, présente. Sonia Rabot donne pouvoir à Sonia Guillaury-Labuzan. Sophia Rick est donc absente, on vient de le confirmer. Christophe Trottin, présent. Et donc Samir Youssouf Ibrahim est absent et donne pouvoir à Amandine Boutan. Bon, déjà, dès à présent, le quorum est atteint. On attend donc le retardataire. Est-ce qu'on a une nouvelle sur le pouvoir? Pour l'instant. Je vous propose de nommer une secrétaire de séance. Marguerite Labuzan, merci. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder donc à la signature du procès verbal de la dernière séance, qui est là, et qui va donc faire un tour de table. Alors, habituellement, c'est mon moment favori pour vous faire un long discours, mais je n'en ai pas préparé un. Donc, je vais quand même expliquer un petit peu ce qui va se passer lors de ce conseil municipal. Qui est donc, mis à part quelques affaires courantes, qui est donc surtout principalement orienté sur donc, la validation de nos comptes de gestion et comptes administratifs. Juste pour vous rappeler, c'est exactement la même chose, ce sont deux documents comptables qui font le bilan financier de l'année précédente. Mais voilà le retardataire. Avant les votes, c'est bien. Donc ça nous permet aussi déjà de faire ce vote de ces budgets donc, de réaliser l'année dernière, ça va surtout nous permettre de faire un point sur le pari qu'on s'était, je mets bien sûr des guillemets, sur le pari qu'on s'était fait l'année dernière sur ce virage un peu au niveau du budget, sur cette maîtrise, mais aussi cette audace quand même d'aller un peu plus loin sur l'investissement. Donc, je pense qu'on est quand même assez content, même si on est très prudent, et il faut continuer de l'être jusqu'à la fin du mandat. On est quand même content déjà des premiers résultats qui montrent que piloter un budget sur l'année, quasiment mois par mois, et en maîtrisant à chaque fois le déclenchement de chacun des projets, nous permet vraiment d'influer et de changer les courbes. Donc au-delà du fait de voter très classiquement le compte de gestion, compte administratif et puis surtout l'affectation des résultats, ce qui va être intéressant, c'est ce que va nous présenter l'adjoint aux finances, qui est déjà un peu la rétrospective donc, de cette année, une analyse financière qui est un petit peu poussée, qui lance déjà quelques projections sur l'année à venir. On a pu pour cela non seulement bien sûr analyser nous-mêmes en interne notre budget et nos trajectoires, mais on a aussi fait appel bien sûr à notre comptable du Trésor public qui est venu lui aussi, comme ils le font très souvent, présenter leur vision de notre commune avec évidemment une vision bien plus globale qui nous parle d'actifs et de passifs, de la dette aussi de la commune, un peu ce qu'on entend au niveau national, on est aussi sur ces mêmes sujets au niveau communal, à la grande différence bien sûr que sur un budget communal, on n'a pas le droit d'être endetté, enfin on n'a pas le droit d'être déficitaire, pardon.
On a le droit d'être endetté, oui, bien sûr, de payer nos crédits et de les payer correctement. Donc en tout cas, voilà, les sujets sont à peu près les mêmes qu'au niveau national, avec une contrainte, c'est d'être toujours à l'équilibre. Ce qui est évidemment le cas, donc sur ce point-là, tout va bien. On va commencer tout de suite par nos affaires courantes. Non, d'abord, je vais vous proposer, donc, je vais vous demander si vous avez bien pris en compte le relevé des décisions municipales et si vous avez des questions à ce sujet. Pour rappel, les décisions municipales, ce sont toutes les actions que le maire prend, donc les signatures de conventions, l'engagement de toutes les dépenses qui sont prises au nom du conseil municipal depuis le dernier conseil municipal. Là encore, c'est toujours ce travail de transparence qui est dû au conseil municipal, mais aussi aux habitants qui peuvent consulter toutes les sommes engagées au nom de la commune et vers qui elles ont été, enfin vers quoi, sur quelle action elles ont été faites. Pas de remarques? Parfait. On va commencer sur l'affaire numéro 1, qui est donc la modification de la délibération numéro 29 du conseil municipal du 16 décembre 2020, fixant la définition de l'organisation annuelle du temps de travail des agents de la commune en vue d'y ajouter les autorisations spéciales d'absence. Quand on dit modification de la délibération, c'est surtout, on rajoute ce sujet qui n'avait pas été traité, qui est ces fameuses autorisations spéciales d'absence qui existent dans le monde classique, dans le monde privé, et qui sont par contre à la discrétion. Raté. Je regarde signer, ça me déconcentre. Qui sont donc ces autorisations à la discrétion de l'autorité territoriale, c'est-à-dire que là c'est un travail avec les élus, avec les agents, pour voir un peu comment, sous quelles conditions on peut octroyer donc, des autorisations spéciales d'absence. Et donc je propose à Céline Mavila-Cerise de prendre la parole. Oui, alors comme vient de le rappeler Madame la maire, le Code de la fonction publique est différent du Code du travail. Le Code du travail ne s'applique pas à la fonction publique, pour rappel. Ce qui fait que les demandes d'autorisation d'absence pour congé exceptionnel ne s'appliquent pas à la fonction publique sans une autorisation de l'Assemblée délibérante que nous sommes. Et pourtant, c'est une réalité quotidienne pour nos agents également, qui sont des parents, des conjoints et qui ont besoin parfois de devoir s'absenter pour des congés spéciaux pour événements familiales. Alors nous avons fait un travail de fond pour essayer de coller le plus possible à ce qui se passe dans le secteur privé, même si on est bien conscient que le secteur privé et la fonction publique sont deux entités complètement différentes. Mais nous ne pouvions pas laisser nos agents sans ces congés spéciaux qui sont une réalité du terrain au quotidien. En cas de décès, en cas de mariage, en cas d'enfants malades. Donc nous avons acté, pour coller au plus près de ce qui se fait et dans le secteur privé et dans la fonction publique par ailleurs, que ce soit la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'État. Et un travail de fond a été fait pour être au plus près de la réalité de tout ce qu'on peut proposer dans ces fonctions publiques-là. Nous en avons fait un tableau exhaustif que vous trouverez dans la délibération. Et prévoyons pour le mariage ou le pacte de l'agent 5 jours ouvrables de congé spécial d'absence. Pour une naissance ou une adoption, 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui suivent l'événement, qui est bien sûr cumulable avec le congé maternité ou le congé paternité. Des congés spéciaux pour décès et obsèques, par exemple 5 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire, de pacte, du concubin, des parents ou des parents des conjoints. 15 jours ouvrables pour enfants, décès de l'enfant. Alors le Code du travail prévoit une distinction entre enfants moins de 25 ans, enfants de plus de 25 ans, enfant de plus de 25 ans, mais lui-même parent. Nous avons pris la décision, ça se jouait à 2 jours près, pour être en transparence, ou à 3 jours près. Donc nous, on a pris la décision de ne pas faire de distinction. Perdre un enfant, c'est déjà dur en soi. 3 jours ouvrables pour petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, au sens large du terme,
donc inclut partenaires de PACS et concubins, puisque le droit fait une distinction entre conjoints, partenaires de PACS et concubins. Et un jour ouvrable pour grands-parents de l'agent, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin. Pour la garde d'enfants malades et les autres congés qui sont notés dans la décision, je crois que sous couvert de M. Mazel, il me semble que ce sont des congés déjà autorisés par le Code général des collectivités territoriales. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je tiens vraiment aussi beaucoup à souligner le travail de Céline Abdullah-Cerise, dont c'est aussi un peu le métier à part, il faut un peu le dire, on a le droit un petit peu, et qui nous a fait profiter de ses compétences, qui a fait un gros travail de, tu as pu le dire, de comparaison entre tous ces droits. C'est quand même très compliqué, on a un éventail de possibilités dans les droits du travail privé, public, etc. Et voilà, c'était voilà, il fallait être synthétique, il fallait donner, on va dire, un socle. On aurait pu être plus extensif, on se donne le temps de voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'on est quand même une équipe réduite et qu'il faut à la fois être, en effet, j'ai envie de dire humain, en tout cas prendre en compte les situations personnelles, il faut être cohérent, donc avoir une base, c'est pouvoir se référer à un outil quand le temps va passer, que d'autres agents, un autre directeur RH prenne la place du précédent et puisse avoir un objet qui regroupe toutes ces décisions et qui est toujours une continuité, une cohérence sur ces droits. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet? Oui. Petite remarque par rapport à la garde d'enfants malades. 6 jours, c'est beaucoup. En moyenne, que ce soit privé, public, etc., mais plutôt sur 3 jours. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on fasse aussi? Non, il faut vraiment regarder les textes, c'est légal. Alors, c'est 6 jours, mais c'est le code de la collectivité territoriale de la fonction publique qui l'impose. Pour tout ce qui est en dessous, si vous voyez, Justin, tout ce qui est en dessous, la case verte, garde d'enfants malades et autres, c'est le code de la fonction territoriale qui... Oui, c'est tout à fait, même garde d'enfants malades. Code du... Oui, c'est même le code du travail. Alors là, pour le coup, le code du travail se superpose au code général des collectivités territoriales. Mais c'est 6 jours. Le code du travail, pas uniquement public alors, parce que dans le privé, c'est pas comme ça. Tapez, vous allez voir, moi-même, j'étais surprise. Je vous garantis, dans le privé, c'est pas comme ça. Les conventions collectives. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a un privé, travail... c'est 0 en fait à la base. Non, il y a un travail comparatif qui a été fait sur les conventions collectives. On a pris toutes les conventions collectives. Je peux vous donner le travail de fond si vous le souhaitez. Mais toutes les conventions collectives prévoient des jours pour enfants malades, du plus petit nombre au plus grand nombre. Et ces jours sont autorisés dans beaucoup de conventions collectives. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, le Code du travail permet un socle minimum. Pour enfants malades, pas du tout, mais les conventions collectives le prévoient, et donc il est important aussi que nos agents puissent en bénéficier. On passe en question, mais simplement, ça fait quand même 58 salariés, et je n'ai jamais eu une seule journée d'enfants malades. Bah, écoutez, changer d'employeur. Alors, les conventions c'est pas une question d'employeur, c'est une question de les conventions collectives. Les conventions collectives se décident au niveau national. Ce sont des conventions collectives de branche entre le patronat et les syndicats représentatifs de la branche. Après, ça peut être même négocié au niveau de l'entreprise. Donc, certaines entreprises prévoient même plus pour leurs salariés que la convention collective générale, la convention collective de branche. J'irai voir les statistiques, mais 6 jours, c'est lourd. C'est maximum. 6 jours maximum. Oui, c'est 6 jours maximum. Malheureusement. Non, mais il faut. Ah, mais c'est vrai que c'est pas le minimum. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Très bien. Alors, merci Céline pour toutes ces explications. Les propositions soumises au conseil municipal sont donc de valider l'opportunité d'amender la déclaration numéro 29 du conseil municipal du 16 décembre 2020 fixant la définition de l'organisation annuelle du temps de travail des agents de la commune en vue d'y incorporer le droit aux autorisations spéciales d'absence.
de valider donc les autorisations spéciales d'absence présentées précédemment et d'autoriser Madame la maire à engager l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Ah, est-ce qu'il y a à pouvoir? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Donc ce sera à la majorité. Merci. Apparemment, il y a une arrivée en fait. Est-ce qu'il m'est arrivé à moi? Je suppose, oui. Vraiment, je suis clémente, il faudra vraiment remarquer ça. Ma mère ne fait vraiment pas... Je le reçois. Ouais. C'est pas très grave, ça change pas le président. Non, mais voilà, c'est important d'être, on va dire, fair play bien plus que juridique aujourd'hui. Affaire numéro 2, autorisation de signature de 2 mandats de vente auprès de l'agence immobilière Atout Immobilier. On avait déjà parlé du premier projet qui était donc ce terrain sur la parcelle du Moulin de la Roque. Il y a eu exactement le même sujet, on a un sujet différent plutôt, sur le jardin à l'arrière de la parcelle de l'ancienne galerie marchande. Je laisse Maxime Marondel nous présenter ça. T'as tout dit. On revient pas, on a déjà abordé l'opportunité de mise en vente de la parcelle Moulin de la Roque, donc ça a été validé au conseil municipal de décembre, donc on demande à l'agence immobilière de Caen, Atout Immobilier, de prendre un mandat sur cette parcelle pour la mise en vente. Je rappelle que l'objectif était au minimum de 100 000 € pour la commune sur ce terrain. Et on a un deuxième mandat qu'on lui propose de prendre aussi. Au niveau de la galerie marchande, il y a une parcelle à l'arrière de terrain qui fait à peu près 300 mètres carrés, qui est en déclivité, qui n'est pas accessible du tout, qu'on ne peut pas entretenir, et qui, pour l'ensemble des porteurs de projets qu'on a vus pour récupérer éventuellement l'exploitation de cette galerie marchande, ne dispose d'aucun intérêt. Donc la commune se retrouverait avec un bâtiment idéalement loué en commerce et qui reprendrait vie, mais avec une parcelle à l'arrière qu'on ne pourrait pas entretenir parce qu'on ne pourrait pas y accéder. Donc on pense qu'on a une opportunité aussi de se questionner sur la possibilité de vendre ce terrain par l'agence immobilière qui nous a parlé de sommes aux alentours de 35 000 € pour cette petite parcelle. Donc on propose donc 2 mandats à l'agence immobilière Atout Immobilier pour ces 2 terrains. À noter que les voisins, par contre, avaient déjà sollicité, Oui. étaient intéressés par ce bout de jardin. C'est les seuls qui peuvent l'être. Voilà, ceci dit. C'est une parcelle vraiment, elle est noire, il n'y a aucun accès à l'immobilier. Elle est déjà un petit peu utilisée d'ailleurs par une personne. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. On est d'accord que c'est bien le voisin, quand on regarde la parcelle depuis la rue, qui est à droite. Oui, mais comme c'est mis en vente, et c'est le but, c'est de laisser à tout le monde l'opportunité Ça de n'a pouvoir servi à l'acheter. personne de l'acheter, mais le plus logiquement, c'est lui. Ok. Deuxième question, remarque. Dans le formalisme de la proposition de libération, en fait, je pense qu'il faudrait quand même qu'on vote la vente avant de voter un mandat pour moi. Alors, je trouve ça un peu curieux de voter un mandat alors qu'on n'a pas décidé. Pour lequel? Parce que le terrain... Je parle pas du terrain, effectivement, qui a été déjà voté, mais D'accord. pour le jardin, c'est un peu Oui, c'est vrai, on en a parlé. c'est quand même un bien communal et qui est pas... Bon, oui, très bien. Bon, on prendra acte qu'il faudra peut-être une délibération aussi. C'est prévu, ce sera par la suite, on ne pouvait pas signer sans... Ah oui, d'accord, au moment de la vente. D'accord. Ok. Là, c'est juste le mandat. On autorise juste à mandater l'agence pour trouver acquéreur. Ouais. Ok. Mais à noter, Donc, oui, ce sera nécessaire pour la vente, mais même pour le terrain. mais sinon, on l'a déjà fait. Il faudrait, je pense, quand même... Il faut arrêter la vente. Ouais. Elle avait dit pour le choix de la vente. C'est bon. Très bien. D'autres remarques? Non. Très bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont, suite à la validation du conseil municipal par la délibération numéro 2023-200 du 20 décembre 2023 du recours de la vente de la parcelle cadastrée section AE 547
donc au lotissement Moulin de la Roque d'une superficie de 930 m², de valider le mandatement de l'agence immobilière Atout Immobilier en vue de trouver un acquéreur à cette dernière d'un montant de 100 000 € net vendeur et le cas échéant, autoriser Madame la maire à signer l'ensemble des actes juridiques et financiers afférents. De valider l'opportunité de décrocher cadastralement les 317 m² de jardin arrière de la parcelle AH 364 en vue de les mettre en vente pour un montant net vendeur de 35 000 € et de mandater l'agence Atout Immobilier afin de procéder à la recherche d'un futur acquéreur. Sous couvert du respect de ce prix de vente, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières concourant à la réalisation de ce découpage cadastral auprès notamment d'un cabinet de géomètres et la formalisation de la vente. Sachant qu'effectivement, là, il faudrait quand même redélibérer, on est d'accord sur le fait que tout le monde est d'accord sur cette vente. Très bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors 2 ou 2? 2 contre. Et qui est pour? Merci à la majorité. Alors, on va passer au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est donc le vote des affaires budgétaires. Pour rappel, cette année, on a anticipé notre budget primitif, qu'on peut appeler aussi budget prévisionnel, qui était un peu la feuille de route de cette année. On a pu le faire parce que, grâce aussi à ce pilotage vraiment à la ligne près, j'ai presque envie de dire à la virgule près, on avait quasiment tous nos chiffres dès le début de l'année, ce qui nous a permis de préparer un budget primitif avec tous les chiffres, les recettes, les dépenses prévues, les restes à réaliser, etc. Si bien d'ailleurs que très souvent, voilà, on a doté un CDC exactement de cette même manière-là, le budget primitif en décembre. Et là, ils ont fait exactement ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire valider le réalisé l'année dernière, donc le compte des gestions des comptes administratifs, plus les restes l'imputation des résultats. Mais ils sont obligés de voter un budget modificatif parce qu'il se peut aussi parfois, quand on vote un budget prévisionnel très tôt, il faut réajuster certaines lignes. Il se trouve qu'on était vraiment à l'unité près, on était bon. Donc on n'a pas de budget supplémentaire à voter, en tout cas pas de budget primitif à voter. On va être uniquement là aujourd'hui, puisque notre feuille de route 2024 est validée et que tout se passe. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps, j'aurais pu faire un petit point sur les projets qui ont été votés et qui sont tous en cours. On essaye de tenir un planning qui est très serré. Au final, on va avoir quasiment tous les travaux pendant le mois d'août, juillet-août, juin, juillet, août. Donc ça va être un gros travail de suivi des chantiers sur cette période-là. Si en plus on ajoute à ça les festivités, on va s'amuser. Voilà, donc en tout cas sur la mise en route du budget 2024, c'est bien parti. Et donc là, notre travail, c'est de faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2023 et comment on se projette donc, sur la suite. Et je passe, c'est ça, on commence déjà par ce travail de présentation avant de passer au vote des affaires. Très bien, alors je passe la parole à l'adjoint aux finances. Alors, vous verrez dans les documents qui seront joints, il y a toute une présentation qui explique très en détail l'ensemble des lignes budgétaires, etc. C'est pas forcément très digeste. Donc je vous propose de faire un condensé, un résumé des grandes actions 2023 de manière un peu simplifiée, mais si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, vous aurez tous ces éléments hyper détaillés dans le compte rendu. Le administratif, donc 2023, il y a deux budgets à gérer, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement. Rose le disait tout à l'heure, on a fait un bilan, nous, en interne de notre suivi budgétaire, qu'on a demandé aussi une contre-analyse au Trésor public, qui est un peu notre référent en matière financière, qui est arrivé aux mêmes conclusions, donc c'est plutôt positif. Lui, il a d'autres leviers, il a d'autres perspectives d'analyse, mais l'important c'est que les conclusions sont similaires. Donc on voit bien que au niveau du fonctionnement, on a a priori mis fin à l'effet ciseau, donc les recettes progressent plus vite que les dépenses, alors pour diverses raisons. On pourra aller dans le détail des recettes, mais on a eu des dotations de l'État supérieur, on a des dotations
des recettes fiscales supérieures et on a aussi des recettes de fonctionnement supérieures, puisqu'on a mis en service certains bâtiments qui étaient vides pour essayer de récupérer des marges de manœuvre. Donc l'objectif, c'est bien de maîtriser les dépenses, de continuer à maîtriser les dépenses et d'optimiser les recettes. Pourquoi? Parce que plus l'écart entre ces deux courbes est important, plus vous avez d'argent qui contribue au financement de vos investissements et de vos projets. Donc, je le disais, les dotations de l'État en hausse, ça c'était un petit peu anticipé, mais ça a été même meilleur que prévu. Et au niveau des dépenses, la même chose, on avait anticipé une inflation, on avait un petit peu noirci le tableau sur 2 ou 3 sujets qui finalement se sont révélés meilleurs que prévu, donc ça vient diminuer un peu nos objectifs de dépenses. Et du coup, on se retrouve avec un bilan plus que positif et surtout supérieur à ce qui était prévu. Les dépenses contenues. Ouais. Alors malgré tout ça, on a eu une situation un petit peu particulière parce qu'on avait des dépenses incompressibles, tout ce qui est l'énergie, on avait des grosses dépenses d'énergie, alors ça c'était prévu parce que les prix ont vraiment explosé. Alors on va nous maintenant faire une analyse parce qu'à mon avis il y a un double effet, il y a un effet volume, c'est-à-dire notre consommation de gaz, d'électricité, et puis il y a l'effet du prix du kilowattheure ou du prix du kilo de gaz. Bon, on a pris l'augmentation que tout le monde a constatée sur le prix de ces fluides. Par contre, ce qui nous intéresse aussi, et on voit qu'on était quand même sur une pente décroissante avant, donc on pense qu'on a quand même fait des économies sur notre consommation, mais on voudrait faire une analyse un peu par bâtiment maintenant pour voir quels sont les bâtiments qui sont énergivores par rapport aux autres. Mais l'effet prix est indéniable, on a doublé notre prix sur les fluides. Alors, c'est un poste qui pèse, environ 8% maintenant sur le budget de fonctionnement, alors qu'il était seulement à 4% avant. Ça maintenant, à nous de continuer à... Je ne pense pas que les prix iront fortement à la baisse, donc à nous de continuer à travailler sur réduire notre consommation, pour essayer de contenir cette enveloppe. Surtout, c'est intéressant sur les graphes, c'est justement, il est à 8%, comme on le voit, mais quand on regarde par rapport à 2019 et 2020, c'était déjà 7%. Ça veut dire qu'effectivement, ça a augmenté. On a été plus efficace. Voilà. On a été plus efficace dans la conso, mais le prix a augmenté. Voilà. Par contre, notre efficacité nous a permis de ne pas dépasser les 100 000 €, c'est ce qu'on avait prévu au départ au budget, donc on a gardé une petite marge de manœuvre sur ce sujet-là. Deuxième poste qui augmente fortement, c'était l'évolution du coût de la cantine. Alors là aussi, il y a plusieurs effets. Il y a l'effet nombre d'enfants, donc forcément ça coûte plus cher. Mais logiquement, on doit avoir des rentrées d'argent associées. Et puis il y a l'effet matières premières. Les matières premières, c'est pareil. On a réussi à limiter la hausse des matières premières qui était pressentie parce qu'on a eu une négociation un peu serrée avec le prestataire qui nous a fait un maintien de tarif sur 2023 versus 2022. Il ne nous a pas reporté toute l'augmentation. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on avait revu la gamme tarifaire fin 22, début 23. Et on a bien fait de le faire, puisqu'on voit que les courbes, elles sont relativement parallèles. Donc ça veut dire que les recettes suivent les dépenses. Ça n'a pas vocation à être bénéficiaire de la cantine. Mais si on peut amoindrir l'impact des coûts associé à ça, c'était le but du jeu. Les charges de personnel, alors on a en 2023 une masse salariale qui a été revalorisée 2 fois par l'État. Ça on le savait, donc on l'avait anticipé, on avait même prévu un petit peu plus, on prévoit toujours des dispositions un peu plus négatives que celles qu'elles seront. On a eu quand même un impact sur les charges salariales de 25 000 €, puisqu'on a eu un redressement URSSAF. Alors pour une raison assez bête, c'est que nous, la commune était complètement à jour de ses déclarations, etc. Mais le Trésor public n'avait pas traité. Et donc, c'est pas le Trésor public qui se fait redresser, c'est nous. Donc on a un effet one-shot là sur 2023 de 25 000 € sur des indemnités qui n'avaient pas été bien répertoriées au niveau du Trésor public, même si la commune n'a rien à se reprocher. Elle n'est pas coupable, mais elle est responsable. À noter quand même que la part de la masse salariale, c'est important quand même de remettre aussi en perspective par rapport au budget global.
est inférieure à 50% et elle est en baisse par rapport à ce qu'on pouvait constater avant. Alors, il y a l'effet des charges hein, qui pèsent un petit peu, mais on arrive à contenir la masse salariale avec une équipe de 11 personnes aujourd'hui stabilisée. Donc en synthèse sur le budget de fonctionnement, on voit que a priori la situation financière est saine, mais elle devrait être pérennisée, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on fait une bonne année que les courbes semblent correctes qu'il faut se reposer sur nos lauriers. Il faut continuer à maîtriser les dépenses et continuer à aller chercher toujours plus de recettes. Alors cette année, c'est une nouvelle année hein, qui va démarrer. On va avoir les recettes de l'ancien trésor public qui est mis en location là, depuis février. Donc on va avoir des rentrées d'argent régulières. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut noter c'est que la capacité d'autofinancement, donc c'est ce que je vous disais, c'est la différence entre les dépenses et les recettes, et c'est ce qui permet d'être reversé sur la section investissement pour payer une partie de l'investissement. Celle-là elle est en hausse, elle est en capacité d'autofinancement net aux alentours de 209 000 euros. Contre 95 000 euros en 2022. Alors c'était choisi en 2022, on savait que ça allait être une année un peu basse, mais là on revient, on essaye de retourner sur des niveaux plus conséquents pour contribuer à l'investissement. Et la gestion pluriannuelle, alors pluriannuelle pourquoi? Parce que quand on regarde, quand on construit le budget d'investissement, on essaie d'imaginer 3 ans, 2-3 ans, en priorisant les sujets. Alors bien sûr c'est pas figé, hein, parce que la priorité d'aujourd'hui, il suffit qu'on ait une grosse aléa climatique et ça peut tout changer. Mais on essaie de prioriser notamment les gros chantiers, ceux qui peuvent attendre un peu, et puis ceux qui peuvent attendre un peu plus, pour essayer d'avoir un budget d'investissement assez conséquent, aux alentours de 1,2 million, 1,3 million, mais on sait très bien qu'on n'en fera que la moitié cette année, et donc, quelque part, l'exercice pour l'année suivante est quasiment prêt, en fonction de ce qu'on aura réalisé sur l'année N. Donc ça, c'est important. On a toujours le remboursement de nos crédits, hein, qui pèse environ 60 000 euros par an. Ça, c'est des crédits qui courent sur... il doit y avoir la mairie, il doit y avoir la salle Bellevue, il doit y avoir l'école. Donc il y a différents crédits qui ont été contractés au fil des années. Le dernier s'éteindra en 2037, je crois. Donc petit à petit, les montants que vous voyez dans les colonnes kaki vont être amenés à évoluer, mais plutôt à la baisse. On a encore quelques années à supporter, je pense, 60 000 euros de remboursement. Mais on peut se le permettre aujourd'hui. Et surtout, l'intérêt, c'est que comme on a une capacité d'autofinancement qui est en hausse, eh ben, ça nous permet de faire des investissements sans contracter de crédit supplémentaire. C'est surtout ça qui est important. Oui, puisque nous disait que le dernier graphe, là, justement, c'est pas le plus lisible, mais c'est parce qu'on l'a pris du trésor public. C'est notre capacité de désendettement qui est bien meilleure, tout simplement parce qu'on a des reins financiers. Si on voulait, on pourrait en effet rembourser la dette très facilement, c'est-à-dire, je crois que c'était les... Ah, ça y est, pardon, je suis retrouvée. Alors, je te laisse continuer. Non, c'est bon. Donc la différence entre la capacité d'autofinancement brut et celle que vous avez réellement à la fin, c'est ce que vous avez remboursé en crédit. Donc l'écart entre les dépenses et les recettes, ça vous donne la CAF brute. Je dois payer des crédits, ça me donne vraiment ce qui me reste à reporter pour les investissements. Donc le budget d'investissement, on revient à un niveau qui semble être notre rythme de croisière, hein, sur une projection à 2-3 ans aux alentours de 600, entre 600 et 650 000 euros d'investissement. On pourrait faire bien plus, hein, la commune, on pourrait faire bien plus. Mais le financement, c'est plus difficile. Non, c'est plus difficile. En étant raisonnable, c'est la bonne vitesse, entre 600 et 650 000 euros d'investissement, sans prendre de risques et sans alourdir la dette. Donc, on est bien sur un plan triennal. Hein, on l'avait commencé l'année dernière et on l'a vraiment poussé cette année sur 3 ans. Et surtout, une volonté de financer ces projets sur des fonds propres, pour le moment du moins. Avec idéalement la recherche de toutes les subventions possibles du département, de la région, de l'État, de l'Europe. Mais ça, c'est aléatoire. Donc on prévoit toujours tout un tas de bouteilles à la mer sur ces subventions. On sait très bien que si on arrive à récupérer 20 ou 25% de ce qu'on a demandé, c'est déjà pas mal. Donc en général, on construit le budget par rapport à des hypothèses assez pessimistes sur les subventions.
assez homogène sur les recettes qu'on maîtrise, et puis on prend bah, les directions que nous donne l'État sur les projections budgétaires. Pardon. Alors, je vous ai fait ici un récap des principaux investissements. Il y en a eu bien plus que ça. Vous voyez qu'on n'est pas au total. Mais après, c'est beaucoup de petites opérations. Mais les faits marquants, on a eu la restructuration de la salle Brémontier, la première phase. Alors, la voirie Égaduy, qui vient de se terminer, qui était un petit peu à cheval sur les 2 années, mais pour nous, elle compte 2023. La création de la pizzeria dans l'ancienne halte domestique, sur le bord de la Garonne. Divers sujets de voirie, alors pas des grosses opérations, mais de multiples petites opérations. Un diagnostic de l'église, de la façade de l'église qu'on doit lancer depuis des années, donc on a lancé, on a commencé. La mairie, alors c'était principalement la toiture, côté gauche. Eh bien, une fois qu'on a fait le côté gauche, on sait que après on aura le côté droit. Et là, le gros des chantiers de cette année, c'était quand même la transformation de l'ancienne trésorerie, avec la création de la MAM et du traiteur, qui est dans le plan bâtiment la continuité de la pizzeria, et le dernier plan bâtiment, ben, c'est le sujet de la galerie qui viendra, on l'espère cette année. Donc ces opérations, elles ont été commencées, pour certaines elles ont été terminées, pour certaines elles ne sont pas terminées, c'est pour ça qu'on a des fois des subventions encore à percevoir, parce que les travaux ne sont pas finis, mais on sait combien on aura de subventions, ça a été validé. Et on a aussi des montants encore à dépenser sur cette année 2024, au titre d'opérations commencées en 2023. C'est ce qu'on appelle les restes à réaliser. Donc vous verrez dans les documents, vous avez souvent RAR, restes à réaliser. C'est des sommes qu'on va devoir dépenser cette année, mais qui ont été budgétées l'année dernière. Alors le financement des investissements, il est multiple. Un, ce que vous reportez de votre section de fonctionnement, c'est-à-dire la CAF nette. Des recettes d'investissement. Alors les recettes d'investissement, ça peut être, c'est principalement les subventions ou des éléments comme ça. Et après, eh bien, si vous avez de la trésorerie, tant mieux, vous pouvez fonctionner dans votre trésorerie pour finaliser, payer vos investissements. Si vous n'en avez pas et que vous avez eu les yeux un peu trop gros, eh bien, c'est là qu'il faut le crédit. Chose qu'on n'a pas fait. Donc nous, on a une trésorerie qui était assez élevée sur la commune, qui était aux alentours de 940 000 €. Et pour l'année 2023, on a fonctionné à hauteur de 149 000 €. L'idée, c'est de ne pas la vider, c'est qu'elle doit nous servir plusieurs années sur une vitesse de croisière, comme je vous disais, aux alentours de 600-650 000 € d'investissement. Il nous reste un petit peu moins de 800 000 € de trésorerie, donc on sait qu'on peut tenir comme ça encore 4 ou 5 ans, si toute chose égale par ailleurs. Et donc c'est là où l'équilibre financier de la commune, donc là c'est le Trésor public qui nous a fait cette analyse. On a un taux d'endettement qui baisse sur la commune, puisque nos crédits restants à payer baissent, et notre capacité à les rembourser augmente. Donc on est passé de un peu plus de 1 en 2019 à 0,7 aujourd'hui, ce qui est très confortable et dans la moyenne des communes de notre strate et du département. Donc c'est le principal indicateur que vous demanderez à une banque demain si on allait réclamer ou demander un crédit. Vous demanderez, ben oui, mais en combien de temps vous pouvez me le rembourser? Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un taux d'endettement qui est assez faible et on a une capacité à rembourser les crédits qu'on a aux alentours de 3 années et demie, ce qui est plutôt faible aussi. On était à plus de 5. Alors 5, c'était pas mauvais, hein, mais 3,5, c'est mieux que ça. Donc maintenant, à nous de continuer dans cette voie-là et de garantir ces capacités à financer nos projets, parce que derrière, potentiellement, il y a d'autres projets qui arriveront. Un jour, la trésorerie, il y en aura moins, et il faudra se redégager ou avoir des bons ratios pour aller chercher les bons prêts au bon taux. Je réinsiste dans le petit tableau du dessous. Ce qui est important, c'est que les recettes de fonctionnement augmentent de presque 15%, là où les dépenses de fonctionnement n'augmentent que entre 7 et 9%. Donc, ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est ce qu'on dit en conclusion, c'est un bilan qui est encourageant, mais qu'il faut consolider dans le temps, parce que c'est pas parce qu'on fait une bonne année qu'on est sorti d'affaires. Il faut que ce soit concret sur
sur une progression pluriannuelle. Voilà. Oui, c'est ça. S'il faut résumer, c'est qu'il faut être sûr que cette bonne année ne soit pas conjoncturelle, mais structurelle. Est-ce qu'on a vraiment, ce qu'on souhaitait faire, restructurer le budget? Il faut quand même noter que c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à 2019. On voyait certains graphes, notamment ceux d'avant, on voyait quasiment la même chose, des investissements, je crois que non, c'est bien celui-là. Donc là-haut, on voyait des investissements effectivement en 2019, sur la barre verte qui était donc des variations des emplois à stade d'investissement. Bon, alors là, c'était Oui, ça pouvait laisser paraître que en tout cas, c'était de l'investissement. c'était sain. Voilà. Et il y avait quand même un impact sur la trésorerie, parce que bien sûr, on touche toujours un peu au fond de roulement, à nos économies. Mais la grande différence, alors qu'on voit des schémas identiques, c'est que 2019, surtout 2020, parce que c'était déjà un changement de mandat, mais 2019, c'était un travail avec du crédit. C'était l'investissement à crédit. Donc c'est toujours pareil, il faut, moi j'aime bien me remettre dans le contexte d'un foyer. Un foyer qui investit avec du crédit, c'est normal, on est endetté, mais on n'est pas surendetté. Il en faut. Il en faut. Par contre, comment on fait pour que mois après mois, les recettes, donc les salaires pour un foyer, soient assez suffisantes et pour payer du fonctionnement, c'est-à-dire la vie qui continue, mais aussi sont en capacité de capitaliser pour finalement financer sans endettement, parce que ça y est, on a assez demandé aux banques, on fait comment? Et là, c'est ce qu'on fait, c'est on arrête, on sait qu'on doit rembourser notre dette, mais comment on fait pour maintenir des investissements et surtout, pas juste parce qu'on a envie de dépenser en investissement, mais pour servir un projet qui est issu d'une stratégie. Tu parlais du plan bâtiment, effectivement. Le travail sur la pluriannualité du budget, c'est très important parce que ça permet à tout le conseil de savoir qu'il y a des priorités, mais ça permet aussi, parce qu'on est extensif sur le budget de financement, ça permet aussi de réajuster parce qu'en effet, il y a des imprévus, il y a des projets qu'on souhaite à tout prix voir sortir de terre, comme par exemple le projet de la voirie Baragne, qui est là et qui, voilà, il suffit qu'il y ait un travail qui traîne avec les géomètres, etc. Et tout à coup, cette voirie Baragne, elle glisse et elle glisse sur l'année suivante. C'est quand même 300 000 € qui ne sont pas dépensés, mais qui peuvent être réutilisés, surtout les projets qui attendent de toute façon d'être déménagés et qui sont mis au budget d'investissement. Donc comme ça, il n'y a pas cette perte tout à coup, cette année on ne fait pas le projet à 300 000 €, donc on ne fait rien du tout parce que dans le budget, ce n'était pas prévu cet imprévu-là. Donc ce travail sur 2 ans finalement sur la projection d'investissement, ça permet aussi cette réactivité sur, on ne perd pas de temps, on a des projets à faire sortir de terre sur ce mandat, et il faut qu'ils sortent d'une façon ou d'une autre. Donc cette flexibilité, elle est à la fois pilotée, mais elle est extensive sur l'année en cours. Voilà, est-ce qu'il y a des questions autour du budget? Des remarques? Bon, encore une fois, il y a plus de détails dans la note, hein, mais pas forcément très Qui pratique sera à dans le projeter. PV, qui sera dans le procès verbal, qui Oui. sera aussi donc à disposition des habitants. Yes. On dit ça à notre Après, si Samir nous fait un super montage vidéo. Oui, alors c'est un appel à nous. On cherche un Steven Spielberg en merde. Oui, c'est vrai, ça peut être aussi très bien si c'est carrément dans la vidéo. Et ben, on va passer au vote des affaires. Donc l'affaire numéro 3 est donc l'approbation du compte de gestion du budget principal 2023 de la commune. Donc ce fameux document produit par le Trésor public. Et donc je laisse le rapporteur, M. Maxime Larbel. Donc voilà, le compte de gestion 2023, vous verrez, c'est encore moins lisible, mais c'est une étape obligatoire dans le vote du budget. Donc c'est la restitution des comptes tels que le voit le Trésor public, le comptable public. Donc nous, on doit débattre et arrêter le compte de gestion qui ensuite est transmis à l'échelon supérieur pour nous autoriser à clôturer le budget 2023. Voilà. Donc vous verrez, il est en 4 parties. Vous avez à chaque fois recettes et dépenses pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement, et vous avez le total des sections qui est dans la dernière colonne. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on lise tous les chiffres, mais on peut. On va faire le total. Donc, les recettes, on est sur des recettes nettes de 1 553 321,29 €.
on est sur des dépenses nettes de 1 704 148,67 €, ce qui nous fait un déficit de 149 827,38, déficit qui correspond à la somme qu'on a été ponctionnée dans la trésorerie, que vous avez la colonne de droite. Toutes sections confondues. Pour rappel, le compte de gestion 2022 faisait état de recettes nettes de 1 534 612,11 € et de dépenses nettes de 1 444 756,62 €, soit un excédent en 2022 de 89 855,49 €. Des remarques ou des questions autour de ce compte de gestion? Non. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice de l'année 2023 par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle aucune observation ni aucune réserve sur les réalisations de l'année budgétaire 2023. De constater l'exactitude des chiffres, des résultats et de l'ensemble des éléments qui y figurent, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, d'arrêter les résultats définitifs et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Et qui est pour? Donc ce sera approuvé à la majorité. L'affaire numéro 4, c'est la validation du compte administratif du budget principal 2023 de la commune. Alors, c'est exactement, normalement, et c'est important que ce soit exactement les mêmes chiffres que ce qui vient de vous être présenté par donc, le comptable du Trésor public. La petite particularité, je ne me souviens plus à quel moment le maire doit partir, peut-être comment on a présenté, voilà, et des débats. Non, pas forcément. C'est bien, vous pouvez débattre sans tu peux, moi. Pourquoi? Parce que c'est important de le dire, moi je trouve ça important ce moment, c'est un moment démocratique quand même, puisque le compte administratif, c'est un peu le moment où le maire présente sa feuille, sa copie sur l'année passée. C'est normalement la même chose que ce que vous venez de voir, donc c'est pas nouveau. Mais c'est le moment aussi où le maire doit sortir de la salle, tout simplement pour ne pas influencer, pour laisser les conseillers municipaux débattre sur ce travail, qui est le travail de l'exécutif, c'est-à-dire le travail de la personne qui a exécuté ce qui a été validé par le conseil municipal. Donc, monsieur l'adjoint, hein, on a bien les chiffres. Ouais. Allez. C'est les mêmes, j'ai vérifié. Ah. Donc les dépenses de fonctionnement, on va refaire encore le même schéma, fonctionnement, investissement. Dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général, 408 964,41 €. Les charges de personnel, 523 244,68 €. Une atténuation de produits pour 37 101,20 €. Les autres charges de gestion courante pour 100 832,36 €. Des charges financières pour 27 171,57 €. Et des charges spécifiques qui correspondent à des titres annulés, titres de recettes, de 281,64 €. On a un total des dépenses de fonctionnement des opérations réelles de 1 097 595,70 €, au total auquel se rajoutent des transferts entre sections pour 1 786 €, et on retombe donc sur les totals de dépenses de fonctionnement qu'on avait présenté tout à l'heure, de 1 099 381,86 €. Les recettes de fonctionnement, donc on a le pendant des atténuations de charges, 1 412,37 €. Des produits, des services du domaine et des ventes diverses pour 75 000 €, 163,01 €. Des impôts et taxes, donc notamment les droits de mutation départementaux qui nous sont reversés pour 79 807 €. La fiscalité locale, 927 145,11 €. Des dotations, subventions et participations pour 180 720,88 €. Des autres produits de gestion courante pour 28 626,69 €. Produits financiers, 4,14 €. Produits spécifiques, 1172 €. Et on a bien notre total de recettes de fonctionnement de 1 396 051,20 €. Et donc, le résultat
de fonctionnement qu'on va reporter. Donc, ce qui vient de l'exercice précédent, 772 262,66 €, et les excédents de l'année, qui sont donc la CAF brute de 296 669,34 €. Donc on aura un résultat à reporter sur les investissements du futur exercice de 1 068 922 €. Au niveau des dépenses d'investissement, l'emprunt et les dettes, on en parlait tout à l'heure, pour 64 686 €, des subventions d'équipement pour 33 742,50 €, des immobilisations incorporelles pour 40 685,46 €, des immobilisations corporelles pour 431 184,74 €, on en reparlera tout à l'heure dans une autre affaire, des immobilisations en cours, 25 079,19 €, et des opérations sous mandat de 9 388,76 €. On a donc un total des dépenses d'investissement des opérations réelles de 604 766,81 €. Il n'y a pas d'autres opérations sur ce compte, donc le total des dépenses d'investissement est bien de 604 766,81 € et ça doit correspondre à ça. Voilà. Les recettes de fonctionnement, donc les dotations, fonds et réserves diverses pour 69 016,60 €. Subventions d'investissement, donc ça c'est toutes nos demandes de subventions qu'on a été chercher, 77 271,42 €. Des immobilisations corporelles, 807,31 € pour un total des recettes d'investissement des opérations réelles de 147 095,33 €. À ça se rajoutent des opérations de transfert entre sections. Donc on retrouve les 1786 € de tout à l'heure et des opérations sous mandat pour 9 388,76 €. Donc des recettes totales pour la section d'investissement de 158 270,09 €. On a un résultat reporté de l'année précédente de 170 403,22 €. Le résultat de l'année est de moins 446 496,72 €. Donc on aura un résultat négatif à reporter de 276,93,50 €. 76 000, parce que 170. 276 000. Donc c'est bon. Donc il faut que je nomme un président ou une présidente de séance. Je propose que ce soit la première adjointe qui reprenne la main. Je vous laisse un minimum. Et je pense, je ne sais pas, vous êtes d'accord, je sors au moment des débats. C'est pas tout obligatoire. Ça, oui. Non, je pouvais peut-être répondre de mes actions, je ne sais pas quel moment. Et non, c'est bon, je peux passer. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de prendre acte du retrait de Madame la maire pendant le débat, puis le vote ayant trait à la présente affaire, valider les résultats définitifs de l'année 2023 du budget principal à travers le compte administratif tel qu'exposé, donc tel que je vais l'exposer à nouveau, même si on l'a déjà vu. Alors je vais les reprendre. Les dépenses de fonctionnement 1 099 381,86, les recettes 1 396 051,20. Donc un résultat excédentaire de 296 669,34. Le cumul des résultats des années précédentes avec un excédent de 772 252,66. Donc un solde de section de fonctionnement à hauteur d'un excédent de 1 068 922 €. Concernant les résultats de la section d'investissement, donc il y a eu 604 766,81 € en termes de dépenses, 158 270,09 € de recettes. Donc un résultat déficitaire de l'exercice à hauteur de 446 496,72. Un cumul des résultats des années précédentes pour un excédent de 170 403,22, ce qui fait un solde de section déficitaire de 276 093,50. Donc quand on ajoute tout ça, le résultat annuel moins le total des sections confondues, on a un déficit de 149 827,38.
sur lequel on ajoute le cumul des résultats annuels précédents, donc toutes sections confondues, pour 942 655,66 €. Donc, un résultat de clôture définitif à hauteur de 792 828,50 €. Donc, de constater et valider que l'ensemble des clôtures comptables de réalisation est conforme au résultat du compte de gestion du trésorier, chapitre par chapitre pour chaque section. Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-avant et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Pardon, deux contre. Et qui est pour? Donc la délibération est approuvée à la majorité. C'est la vie. Sa vie. Allez. C'est filmé, hein, je saurais ce que c'est dit. Je crois qu'on n'a pas entendu le verre sur la porte. Excusez-moi, je fais signer le papier, je le précise, donc le papier qui est devant, c'est juste pour les présences, ça ne, c'est pas en lien avec le sens de vos votes. Oui. Donc pendant que vous signerez comment non, je Non, pense c'est que pour la les présence. Que les présents. et ben pendant qu'on fait donc passer cette feuille de présence qui est à destination du trésor public, c'est ça, hein, du trésor Oui. public, comme ça. On va passer à l'affaire numéro 5 qui est l'affectation des résultats du compte administratif principal 2023 au budget primitif principal 2024. Bon, on en a largement parlé, Vanessa vient de le résumer. En fonctionnement, un excédent de 296 669 €, 296 669,34 € et en investissement, un déficit de 276 093,50 €. Donc on a un résultat d'exercice, toutes sections confondues, de moins 149 827,38 €, c'est ce que vous voyez ici. Et donc c'est le montant, pour rappel, qu'on a fonctionné dans la trésorerie, qui nous a permis de boucler le budget. D'accord ? Donc c'est bien financé par la trésorerie. La trésorerie, elle passe de 942 655 € à 792 828 €. C'est le graphe orange que vous avez en dessous. Et donc c'est reparti. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur de l'affectation des résultats? Non. Ça permet d'équilibrer le budget et de le mettre à zéro. Alors, en plus, on a un souffleur à côté qui a raison, qui a ajouté le déficit était uniquement pour l'investissement. Oui, oui, oui. On paye complètement ce qu'on doit en fonctionnement. Oui, il Effectivement, est positif. Le fonctionnement. il ne sert que à pouvoir compléter le budget investissement. Donc, les propositions soumises au conseil municipal sont d'affecter au budget primitif 2023 les résultats des sections de fonctionnement et investissement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous. Donc je reprends, le résultat de l'exercice a donc dans la section fonctionnement, attention, un excédent de 296 669,34 €. Le résultat reporté, donc à l'année N-1, c'était 772 252,66 €. Et donc on a un résultat de clôture pour la section fonctionnement avec un excédent de 1 068 962 000 €. Les besoins réels de la section d'investissement ont donné un résultat d'investissement de l'exercice donc avec un déficit de 446 496,72 €, avec un résultat reporté donc d'un excédent de 170 403,22 €, et donc un résultat de clôture pour cette section d'investissement de 276 093,50 €. Les restes à réaliser en dépenses sont de 153 900 et les restes à réaliser en recettes sont de 103 700.
Et donc le besoin réel de financement est de 326 293,50 €. Donc l'affectation du compte, oui c'est du compte, on dit compte Du 1068. 1068 pour couvrir le besoin réel de fonctionnement et donc de 326 293,50 €. Et donc l'excédent de fonctionnement à reporter est de 742 628,50 €. Et quand je me dis qu'il faudrait qu'on arrondisse, parce que moi, dès qu'il y a une virgule, je ne sais plus quel est l'ordre. Non, mais quand tu nous en parles, bien sûr on est à la virgule. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Bon courage au public et aux spectateurs. Ils écouteront tout ça. Depuis tout à l'heure. Surtout qu'il y a beaucoup de redites. Il y a de la redite, oui, c'est ça. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Deux contre. Et qui est pour? Donc le reste de l'Assemblée. Donc si cette affaire est donc approuvée à l'unanimité. Majorité. À la majorité. Voilà, je voulais surtout pas le dire. C'est ça. Exactement. Bon. Affaire numéro 6, fixation des taux communaux 2024 des impôts locaux perçus par la commune. Et oui, puisque bien sûr, en lien avec notre budget, il faut aussi bien sûr fixer les taux de l'imposition communale. Alors encore une fois, juste pour revenir, parce qu'il y a eu un vrai sujet, puisque l'État a revalorisé ses bases en fin d'année. Alors que les communes, elles, en tout cas la commune de Cambre, ne montent pas du tout son taux depuis le début du mandat. Parce que justement, il y a déjà un travail énorme à faire structurel du budget avant de se poser la question de l'augmentation des impôts. Oui, il est tradition de se poser la question de l'augmentation des impôts. Nous, on a encore fait le choix cette année, parce que les résultats sont bons et que ce serait vraiment malvenu de encore activer ce levier. Sachant que ce levier, par le biais de l'État qui a revalorisé les bases, a eu aussi une incidence sur nos budgets, donc ça suffit amplement. Et donc ce qui est proposé au conseil municipal, Maxime va peut-être le développer un peu plus, ce sont donc un maintien. Ben, oui, J'ai non, mais en 2023, l'État a augmenté ses taux de 7,1% et prévoit en 2024 3,9%. Donc les impôts augmenteront, mais pas du fait de la commune. Et pas du fait de la communauté de communes non plus. Non. Parce que la communauté de communes a aussi décidé de maintenir ses taux. Donc, sur la partie qu'on maîtrise, en tout cas, on a décidé le statu quo et de ne pas bouger. Par contre, l'État, lui, il suit un peu la courbe de l'inflation. Et donc, ils augmenteront de 3,9% sur la partie de l'État. Mais la part communale et la part CDC ne bougeront pas. Donc, ça nous amène à des taux qui sont inférieurs à ceux qu'on constate sur le département. Mais la taxe foncière et sur les propriétés bâties, ce sera 43,23%. Sur la taxe foncière sur les non bâtis, ce sera 50,93%. Et la taxe d'habitation, ce sera 15,85%. Et on est obligé de statuer aussi sur la taxe d'habitation. Je crois qu'elle concerne les maisons secondaires. Donc voilà. Oui, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Alors, vraiment, en plus, le sujet est épineux parce que on sait qu'en plus, et c'est pour ça, je ne sais pas si ça a été sur ta présentation, par contre, j'étais peut-être moins concentrée au début, je m'en excuse, mais il y a vraiment la volonté des communes, en tout cas, nous, on en a conscience déjà depuis l'année dernière, et je pense que toutes se posent la question, vu les débats au niveau national, c'est de se dire qu'il va falloir arrêter de trop dépendre des dotations de l'État, même si c'est structurellement qu'on dépend des dotations de l'État, mais on entend de plus en plus, par rapport à au vote du budget national, que les dernières remontées qui nous viennent, c'est que l'État qui a augmenté sa dette va se poser la question justement de limiter un petit peu ces dotations au niveau des communes. On le voit déjà sur les subventions. Déjà, les subventions, le département nous a déjà divisé par deux certaines subventions qu'on avait l'habitude de recevoir, comme le FNAEC d'ailleurs.
mais au-delà de ça, on en avait parlé avec justement notre comptable du Trésor public, qui nous disait qu'effectivement, voilà, faites attention quand même, c'est très bien de maintenir un taux et de ne pas augmenter votre taux, mais ayez bien conscience que c'est votre seule ressource sur laquelle vous avez un levier et que celle de l'État dont vous dépendez fortement risque de réduire parce qu'il va bien falloir aller chercher de l'argent ailleurs. Bon, notre travail à nous, c'est de chercher d'autres sources de recettes. Alors bien sûr les subventions, et sur ce point, il a fallu investir sur un agent bien plus pointu sur ce sujet-là, et aussi travailler sur des recettes autres, notamment le suivi de nos tarifications, qu'elles soient toujours justes, sur nos services de cantine, sur la salle Bellevue, sur tout ce qui ne doit pas plomber le budget de la commune. Voilà. Et Sans puis, pour autant, voilà. des recettes des bâtiments, parce qu'on a Voilà. la chance d'avoir des bâtiments. C'est ça, et de donc travailler sur un patrimoine. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant, même si là c'est vraiment un sujet que je maîtrise très peu, et mea culpa. La présentation du comptable, c'était intéressant quand il nous a présenté les actifs et le passif de la commune, parce que vraiment là, c'est une autre strate d'analyse financière, mais ça permet de comprendre que notre commune, son actif, c'est ses bâtiments, c'est ce qui est aussi évalué par le Trésor public et qui permet de voir s'il y a des scènes justement au niveau structurel, c'est-à-dire est-ce qu'elle a un foncier, exactement comme la France, qui a bien sûr une dette, mais aussi un actif qui permet de continuer de contracter des crédits, tout simplement parce que les banques prêtent à qui possèdent, et la France possède beaucoup d'actifs. Mais pour notre commune, il y a aussi tout cet actif qui permet de... C'est 11,5 millions d'actifs, ça veut dire que ce sont tous alors que ce soit nos terrains, nos bâtiments, etc., qui sont des dépenses, mais qui sont aussi d'actifs, c'est-à-dire qui permettent aussi de présenter un patrimoine global de la commune, et donc d'avoir une vision qui, moi, m'échappait, mais qui peut aussi nous permettre de... Ça peut rassurer. Oui, tout à fait. Voilà on a un peu digressé, mais c'est un peu lié. Donc pour la proposition des taux communaux pour cette année, est-ce que vous avez des remarques sur donc, cette non-augmentation des taux pour cette année encore? Alors les propositions soumises au conseil municipal sont donc de conserver les taux d'imposition actés par la délibération du 9 juillet 2020, notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties à 43,23%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50,93% et la taxe d'habitation à 15,85%, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Pardon, c'est un peu... Oui, les regards sont toujours vers la même personne, pardon. Et donc, qui est pour? Ah, voilà, ça y est. La délibération est donc approuvée à l'unanimité. Merci à tous. C'est surtout les Cambais qui probablement nous remercient. Affaire numéro 7, la limitation à 40% de l'exonération du paiement de la taxe foncière, non, c'est bon, pendant les 2 années suivant l'achèvement d'une construction nouvelle. Maxime. Alors, dans le titre, il y a tout est dit. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, à Caen, je ne sais pas de quand ça date, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, toujours, quelqu'un qui faisait une construction nouvelle sur la commune bénéficiait d'une exonération de taxes foncières pendant 2 ans. Vous le savez, on a mis en place tout un travail de réflexion sur le plan local d'urbanisme, le PLU, le plan d'aménagement et développement durable, le PADD, etc., pour un petit peu limiter la démographie, parce que cette démographie, elle doit être contrôlée, elle doit surtout être assurée dans des bonnes conditions de service public et de desserte en réseau, que ce soit l'eau, l'électricité, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que la commune elle est dans limite sur ces réseaux. Donc le souhait, c'est un peu de se poser la question de comment gérer ces nouvelles afflux de population qu'on a constaté là dans les dernières années, mais qui pourrait continuer. Hein, on a encore du foncier à bâtir. Par contre, il n'est pas forcément très pratique et il ne sera pas forcément très viable s'il est construit. En tout cas, sans réflexion sur le sujet. Et donc, dans l'alignement de cette politique sur le plan local d'urbanisme et de développement durable, on a la possibilité, non pas de complètement annuler
cette exonération de taxes foncières pendant les 2 premières années d'une construction nouvelle uniquement, pas un achat. Par contre, on peut l'abaisser à 40%, donc on propose de l'abaisser à 40%, puisque c'est complètement dans la droite ligne de nos démarches sur les réflexions sur l'urbanisme. On peut imaginer que ce genre de facilité ou finalement d'encouragement à la construction est complètement antinomique finalement avec ce qu'on est en train de travailler. On a vu une politique nataliste ou voilà, d'attraction, en tout cas sur l'habitat. Et puis c'est vraiment en discutant aussi avec ce fameux comptable donc, du Trésor public, de se dire là vraiment c'est un cadeau fiscal sur lequel la commune s'assoit et qui ne sert aucun souhait de la commune, puisque effectivement on n'a pas tellement de souhait de construire plus et donc d'offrir cet avantage aux nouveaux arrivants. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur dit pas la bienvenue, mais en tout cas ça ne justifie pas en fait. Un cadeau fiscal doit justifier une politique. Il en reste toujours un, voilà. C'est nouveau, hein, parce qu'il y a quelques années, on avait déjà eu cette réflexion, et on loupait à chaque fois le coche parce qu'il y a une limite dans l'année. Et avant, c'était vraiment supprimer complètement cette exonération. Et là, c'est nouveau, on ne peut plus complètement la supprimer, mais on peut l'amoindrir, la faire descendre à 40%. C'est pas, pour notre part, d'abord, ça n'a pas d'impact sur les cambais, puisqu'ils vivent déjà sur place, donc en l'occurrence, ça n'est pas un désavantage pour ceux déjà sur place. Et puis pour ceux qui viennent, a priori, ils prennent leur responsabilité et de l'achat et de l'installation. Oui, uniquement pour ceux qui viennent et qui construisent, ce qui va être en effet de plus en plus limité. Mais à titre d'info, ça représente environ 80 000 €. Donc c'est pas rien. C'est pas anodin. C'est supérieur à tous les loyers, par exemple, de nos bâtiments. Donc, et puis c'est comme dit Darros, ça n'impacte pas les cambettes d'aujourd'hui et ça n'impactera pas beaucoup les cambettes de demain, puisque ça ne touche que sur les constructions neuves et en plus, ça les touchera qu'à moitié. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui. Vous dites que ça ne concerne pas les cambets qui habitent, enfin les cambets actuels, sauf que ce que vous vouliez dire, c'est que ça concerne aussi toutes les extensions, par exemple. La taxe d'aménagement, elle touche non seulement les constructions nouvelles, les bâtiments, C'est la taxe foncière. Donc c'est bien sur les C'est constructions l'exonération de neuves. taxe foncière. La taxe d'aménagement, elle est d'office. Elle ne bouge pas. Pardon, j'ai plus. Oui, et c'est vrai que ça c'est un autre sujet, effectivement. Ce serait plus direct et ça Mais serait. alors, pour le coup, ça concerne aussi la même réflexion valable, puisque effectivement la taxe foncière, quand on construit une pièce en plus par exemple, ça augmente autant la taxe foncière. Donc en fait, là, vous avez aucun valeur. Oui, mais là, il n'y a pas d'exonération là-dessus. Oui, je crois que c'est C'est la construction neuve dans sa Résidence totalité. principale. C'est très clairement marqué addition de construction. C'est marqué construction nouvelle, reconstruction et addition de construction. C'est pas non plus antinomique de toute façon avec le travail de limitation de la construction, l'imperméabilisation des sols, en tout cas. Oui, parce que je veux dire simplement Ça- que le discours de. C'est vrai que ça n'impacte pas les cambets, c'est pas tout à fait vrai. C'est moindre, mais De manière marginale. il y a quand même toujours une exonération qui Sauf parce que l'extension fasse le triple de la maison de départ. C'est pas la marge. Ce qui pose d'autres problèmes. C'est pour ça que finalement, laisser en tout cas une exonération de 40%, ça reste voilà, quand même un geste, mais en l'occurrence, c'est pas la même chose. C'est pas le même cadeau voilà, sur la construction. D'autres remarques ou questions? Une deuxième remarque, les 80 000 € qui sont estimés par les services de l'État, c'est basé sur quoi? Parce que on sait très bien que les constructions vont fortement ralentir. Oui, non, mais c'est basé Non, sur alors ça veut dire ça, c'est les années d'avant. ce sur quoi on En s'est fait, assis. c'est finalement Non, ça ça fait va pas- pas. Donc ce ne sera pas à hauteur là, mais c'est pour montrer que si on l'avait fait plus tôt, voilà ce qu'on aurait pu avoir. C'est juste donner une vision de ce que ça pouvait donner sur les années 2022-2023. En tout cas, c'est ce qu'il nous a donné comme exemple. C'était même 85 000 € à titre de 2023. Alors qu'on n'a pas forcément eu l'impression qu'il y a beaucoup de constructions neuves, mais mine de rien, Il y a quelques-unes, quand même. ça va vite. Comme c'est 2 ans en arrière. Ouais, C'est ça. ça va vite. Donc oui, ça a tendance à... De toute façon, ça va décroître. D'autres questions? Non. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont en cohérence avec son plan, avec son projet urbanistique arrêté lors de l'élaboration du PADV du futur PADV de la commune, de valider l'opportunité de limiter l'exonération du paiement de la taxe foncière pendant les 2 années suivant l'achèvement d'une construction nouvelle,
Pour ce faire, limiter au maximum cette exonération en appliquant le seuil minimal d'exonération prévu par la loi, c'est-à-dire 40% de la base imposable, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? 2 contre. Et qui est pour? Le reste de l'Assemblée. Donc ce sera à la majorité. Merci à tous. Ah oui, une petite décision modificative. Donc l'affaire numéro 8, instauration des décisions modificatives numéro 1 au budget primitif principal. Monsieur l'adjoint. Ouais, donc en 2023, la commune elle a engagé une somme de 33 742,50 € en vue de moderniser l'éclairage public. Donc ça s'est fait en lien avec notre syndicat d'énergie, le SDEG. Et quand une somme est utilisée pour de l'infrastructure, c'est ce que je disais tout à l'heure, les immobilisations corporelles, on va en reparler, ça en fait partie, et bien on doit l'amortir comme étant un bien. Et donc, par exemple, ces 33 000 € vont rentrer dans nos fameux actifs, des 11 millions et quelques. On considère que c'est un bien que la commune acquiert et qu'elle doit amortir de manière linéaire, comme vous feriez avec l'achat d'une voiture. Vous l'achetez 33 000 € et vous l'amortissez sur X années. Donc ça, il y a un taux qui est prévu par la loi. C'est un amortissement linéaire qui est fait sur un nombre d'années, je crois que c'est 15 ans ou 16 ans. Ça nous a été communiqué par... Et ça nous est imposé. Donc on doit amortir ce montant de 33 742 que nous on avait prévu en une fois. Et bien finalement on doit l'amortir en 15 fois ou 16 fois 2 249 €. Donc au lieu de raisonner comme une dépense en une fois, et bien, comme on améliore le patrimoine de la commune, on considère qu'on doit amortir ce bien pour que d'ici 15 ans, il vaille zéro dans le bilan patrimonial de la commune. Donc ça, c'est le premier élément. Et en parallèle de ça, on vient d'être informé qu'on avait budgété une recette de 16 000 € de FCTVA et qu'elle a été validée. Donc ça, c'est le fonds de récupération de la TVA sur les investissements de l'année N-2. D'accord. C'est une mécanique comptable. Quand vous investissez, vous avez une partie de TVA que vous récupérez 2 ans plus tard. Donc on nous a confirmé qu'on nous versait 16 000 € de récupération de cette TVA. Ça n'avait pas été prévu au niveau du vote du budget primitif 2024, puisque ça on ne peut pas l'anticiper. Donc on va faire une décision modificative et on va affecter ces 16 000 € sur 2 opérations qui sont en cours. 4 000 € sur l'opération Brémontier et 12 000 € sur l'opération bibliothèque. Alors ce qu'on appelle l'opération bibliothèque, c'est la toiture, la partie droite. D'accord. Donc vous verrez des transferts financiers, 4 000 € sur Brémontier, 12 000 € sur la toiture de la partie bibliothèque de la mairie, qui compense les recettes de 16 000 € perçues pour la TVA. Et puis un deuxième élément qui est l'amortissement d'un nouveau bien finalement que la commune a en sa position dans son patrimoine au niveau de l'horloge qui gère l'éclairage public. Bon. C'est bon, c'est toi. Je te laisse boire. Juste parce que je sais qu'on en avait aussi discuté à l'époque avec Vanessa et avec la comptable, il y a un vrai travail sur l'amortissement qui est au niveau de nos petites communes, on nous demande ce travail, un travail comptable sur mettre à jour tous les amortissements qui sont en cours, qui on ne sait pas d'ailleurs s'ils sont valables encore. Mais en fait, dès qu'on fait de l'investissement Oui. où il y a un potentiel amortissement, en fait, ça valorise le patrimoine de la commune. Donc automatiquement, ça se valorise. Et effectivement, c'est bien d'en tenir compte. Voilà. Notamment, c'est comme sur le privé, c'est de l'actif et du passif. Voilà. Et automatiquement, c'est important d'en tenir compte. Mais c'est vrai que peu de communes le font. Ouais. Parce qu'il faut quand même être un peu expert là-dedans. Et c'est vrai que si on est un peu aidé par ça. Conseiller, là, c'est bien de le faire parce qu'effectivement, ça valorise vraiment la commune. C'est ça. C'est un Et peu puis un travail. c'est une possession. Tout à fait, c'est ça. Et là, sur le sujet des amortissements, pour en parler aussi avec les autres, c'est un peu comme demander aux agents tout arrêter puis d'aller chercher dans les archives et de tout reclasser les archives de 100 ans en arrière. Donc c'est long
Et si on ne mobilise pas quelqu'un uniquement pour faire ça, c'est vraiment complexe parce qu'il y a des informations à aller chercher un peu partout. Et qu'on a vraiment beaucoup de mal sur la gestion des archives qui ont été trop déplacées, pas forcément toujours correctement classées. Donc c'est pareil avec tous ces amortissements. Mais ça va être un travail en cours et c'est vrai qu'il est plutôt, dans le conseil et dans le soutien en ingénierie, notre niveau conseillère aux décideurs locaux, comme on l'appelle, c'est-à-dire le comptable du Trésor public. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions modificatives? Non, c'est purement comptable. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont, comme l'impose la loi, de valider le principe d'amortissement de la somme de 33 742,50 € correspondant à la dépense en 2023 imputée au compte 20 41 82, subventions à organismes publics divers, compte obligatoire amortissable et correspondant au financement des travaux de modernisation de l'éclairage public en actant les paramètres d'amortissement suivants. Amortissement linéaire de 2024 à 2038 inclus, taux de 6,67% et annuité de 2249 €. Vous avez le tableau d'amortissement dans la note de synthèse et il sera dans le PV. Dans le cadre des éléments mentionnés à l'article précédent, enregistré en section fonctionnement le provisionnement à l'article 681, dotation aux amortissements, aux dépréciations et au provisionnement, CH fonctionnement, chapitre fonctionnement, d'accord, de la somme de 2500 € pour couvrir l'annuité précitée pour l'année 2021. En recette de fonctionnement, le principe de sincérité le permettant désormais de provisionner à l'article 744 FCTVA la somme de 16 000 €, et donc en application du principe d'équilibre budgétaire des sections, suite aux éléments prévus à l'article précédent, en dépenses de la section d'investissement, provisionner le chapitre 21 immobilisation corporelle de 16 000 € par le mouvement comptable suivant. En dépenses de fonctionnement, chapitre 023, virement à la section d'investissement, c'est long tout ça, de 13 500 €. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections de 2 500 €. En recette d'investissement, chapitre 021, virement de la section de fonctionnement de 13 500 €, donc principe d'équilibre. Et donc chapitre 040, opération d'ordre de transfert de section de 2 500 €. Suite aux éléments prévus à l'article précédent en investissement, provisionner les opérations suivantes du montant ayant fait l'objet d'une fongibilité des crédits en vue de les remettre à leur niveau de crédit initial. Opération numéro 110, reconstruction école Brémontier. Non, restructuration, il n'y a pas de reconstruction, restructuration école Brémontier, plus 4 000, et opération numéro 121, bibliothèque, plus 12 000 €. D'acter donc le tableau synthétique reprenant l'ensemble des opérations précédemment détaillées et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Ce sera adopté, approuvé à l'unanimité. On passe maintenant aux affaires ayant trait aux demandes de subventions d'investissement. On va pouvoir, c'est bon, tu peux boire un coup, te reposer, c'est fini. Merci beaucoup à l'adjoint aux finances pour toutes ces présentations. Donc l'affaire numéro 9, c'est la sollicitation. Et là, voilà, ça c'est... J'ai l'impression qu'à chaque conseil municipal, on a des demandes de subventions. Donc sollicitation cette fois auprès de l'État d'une subvention fonds vert pour l'étude et l'aménagement du parc de la mairie en bord d'Esteille en espace public, donc d'un montant de 320 000 €. Et donc je laisse notre rapporteur nous expliquer. Donc on prévoit donc en 2024-2025, à cheval sur 2 années, une première partie VRD, une seconde partie paysagère pour l'étude et l'aménagement du parc de la mairie, pour un montant global de 350 000 €. Donc, lors du dernier conseil municipal, on avait déjà sollicité des subventions au travers de la DETR et de la DSIL, et également 2 subventions du département. Mais évidemment, le département, ça ne va pas fort du tout. Donc, on ne va peut-être pas trop compter là-dessus. Et depuis, le fonds vert est apparu et on serait éligible, le projet serait éligible à ce type de subvention.
Donc on va candidater comme on fait à chaque fois que l'on peut pour essayer de récupérer un peu quelque chose qui compenserait un peu. On ne touchera pas du département, j'ai bien peur qu'on n'ait pas grand-chose. Donc je rappelle, le montant est estimé à 350 000 €, donc plus il y aura de subvention, mieux ça sera. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions autour de ces demandes de subvention? Non. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de solliciter le dispositif du fonds vert pour l'étude et l'aménagement du parc de la mairie en bord d'Estèille en espace public d'un montant de 350 000 €, de solliciter le montant maximum éligible de cette subvention pour financer les travaux estimés à 350 000 € et d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci à tous. On arrive à l'affaire numéro 10, qui est la sollicitation du FDAEC en vue de financer l'opération de restructuration thermique de la salle Bellevue. Et là, on laisse notre, presque j'ai envie de dire, la gardienne du temple. Surtout pas. Est-ce qu'elle peut... Donc, Madame Bellevue. surtout pas. Donc, chaque année, du coup, le département subventionne les communes, alors ça c'est quasiment propre à la Gironde, on va dire, au travers du fonds d'aide à l'équipement des communes. Toutes les communes sont subventionnées pour des projets d'équipement. Et donc, jusqu'à présent, enfin en tout cas, depuis 2020, on va dire que le fonds octroyé à chaque commune, alors ça dépend évidemment, mais pour Cambre, on était entre 13 000 et 13 500 €, on va dire, sur les 4 dernières années. Cette année, nous avons eu le retour de ce montant pour la commune de Cambre. Et donc, comme le disait Stéphane justement, donc le département a vraiment des soucis, je pense, financiers, puisque cette année, donc le montant de cette dotation sera un maximum de 7 231 €, donc quasiment diminué de 50%. Donc du coup, on va bien sûr la solliciter, hein, même si elle a été amoindrie, mais bon, on ne peut pas passer à côté. Par contre, il faut l'orienter, c'est-à-dire qu'il faut dire sur quelle opération d'équipement on souhaite l'affecter. Donc, à savoir que effectivement, la salle Bellevue est très jolie, hein, mais par contre, elle vieillit très très mal, et notamment son chauffage, climatisation, qui cet hiver nous est tombé complètement en panne. Donc on s'est débrouillé avec des chauffages d'appoint pour assurer au minimum pour cet hiver les manifestations qui ont eu lieu dans cette salle. Mais pour autant, ça ne peut pas rester comme ça parce que c'est des chauffages qui consomment beaucoup. Même si on les allume que temporairement et tout, il faut vraiment restructurer. On l'a vu au vote du budget primitif, on a mis une ligne dessus parce qu'on ne peut pas passer à côté. Et ça, c'est quelque chose qui est tombé. Voilà, cet hiver, c'était absolument pas prévu, en tout cas pas à ce montant, pas prévu à ce montant du tout. Donc du coup, on a décidé d'affecter, on va dire, le DAEC à la dépense du chauffage Bellevue, en tout cas du système de refroidissement et chauffage de Bellevue, qui est, on va dire, à hauteur de TTC, on va parler que ça parlera plus à tout le monde, à hauteur de 47 200 €. À savoir que nous avons choisi l'offre économiquement la plus avantageuse. On avait plusieurs devis. Voilà, donc ça sera effectivement des systèmes inversés, hein, comme on trouve dans pas mal de résidences même principales, hein, chez des particuliers, mais qui sera adapté à la salle. Et de la même manière, alors ça n'a rien à voir avec le chauffage, mais on va faire comme un carport sur le côté où le soleil tape le plus, pour éviter que le soleil tape directement sur les baies vitrées, parce que c'est le gros problème, c'est les baies vitrées de cette salle qui a un mal fou à refroidir. Même si le système fonctionnera très très bien, dans tous les cas, on n'aura pas 20 degrés dans cette salle, parce que les baies vitrées sont trop imposantes et il y en a trop. Voilà, donc on propose en fait d'octroyer le fonds départemental à l'équipement communal, à l'équipement Bellevue, notamment pour le chauffage et le refroidissement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques autour de cette subvention et donc de son fléchage? Non. Alors je vais procéder au vote. Les propositions soumises au conseil municipal sont de valider la sollicitation du département dans le cadre d'une demande de subvention d'AEC à hauteur de 6 231
131 € pour financer les travaux de réhabilitation thermique de la salle Bellevue, de 46 143,95 €. Ah oui, plus, d'accord, pourquoi. De valider le plan de subvention de ce projet de la sorte, le DEC, donc à hauteur de 7 231 €, et l'autofinancement, donc reste à charge, hors subvention, de 38 912 €, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien, alors c'est donc une délibération approuvée à l'unanimité. Eh bien, voilà un conseil municipal qui se termine. Et donc je vous propose de le clore à 20h09.